Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, vendredi 30 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. De l'éducation pour débuter ce journal. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi donc une cérémonie de présentation des grandes lignes de sa politique éducative déclinée en 4 axes. C'était en présence des partenaires techniques et financiers du Niger, mais aussi en présence des partenaires sociaux, comme nous le rapportent Areta Sala et Sadoudoumi. L'éducation constitue la première priorité du président de la République, Bazoum Mohamed, car l'éducation est à terre au Niger. Pour faire face à ce défi, Bazoum Mohamed a inscrit 4 axes prioritaires dans sa politique éducative. Ce sont ces grandes lignes qui ont été présentées ce vendredi en présence de tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le secteur éducatif. Cette démarche démontre clairement la volonté du président de la République, Bazoum Mohamed, à améliorer qualitativement le secteur de l'éducation. Je voudrais vous inviter tous à prendre la mesure de ces défis, à vous mobiliser afin que le Niger puisse réaliser des avancées significatives dans le sens de l'objectif numéro 4 des ODD, consistant à assurer l'accès à tous, l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes convenus avec le Premier ministre que des réflexions et des actions soient envisagées à cette fin. Ainsi, ces réflexions doivent porter sur un certain nombre de questions que je vais énumérer sans certainement être exhaustif. Il s'agit de la réactualisation et de la rationalisation de la carte scolaire. Nous insistons sur cette question, simple mais compliquée en même temps, mais certainement simple si nous en avons la volonté. La poursuite de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'idée étant, comme vous le savez, que nous disposions de modèles de construction de classes qui allient faiblesse de coût et qualité, de façon que nous en terminions avec les situations éprouvantes comme celles que nous sommes en train de vivre à travers ces incendies qui sont provoqués sur les classes payotes et qui ont débouché sur le drame du quartier Pays-Bas de Niamey dont vous vous souvenez. La professionnalisation et le renforcement des capacités du corps enseignant, c'est très important. Là également, c'est une question chargée des plus grands enjeux sur laquelle j'aimerais insister afin que nous réfléchissions très sérieusement pour promouvoir une réforme qui nous donne la clé de nature à nous permettre d'améliorer notre système scolaire. J'en appelle aux syndicats pour que ici leur contribution soit des plus pertinentes. L'amélioration et l'adaptation des curricula pédagogiques, c'est une autre question à enjeu très fort sur laquelle certainement la réflexion tout le long des discussions que nous aurons pendant tout le temps que cette réforme nous occupera. Cette question doit être une question au centre de cette réflexion-là. Une supervision plus rigoureuse de l'enseignement privé, l'implication des communautés dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures scolaires et éducatives, le renforcement des programmes d'alphabétisation des adultes. J'ai saisi l'occasion pour appeler les associations de parents d'élèves et tous les autres partenaires à être plus présents dans l'éducation, à accompagner l'administration et les enseignants dans la prise en charge éducative des enfants. L'éducation, ça ne doit pas être qu'une affaire des enseignants et de l'État, c'est une affaire de toute la société. Cette politique éducative déclinée en 4 axes prioritaires est présentée par Mohamed Zidane, secrétaire général de l'ancien ministère de l'enseignement secondaire. C'est dans une présentation claire et précise que Mohamed Zidane a expliqué aux acteurs de l'éducation comment sera mis en œuvre ce programme du président de la République volet éducation.
Pour les partenaires techniques et financiers, tous les axes déclinés sont louables et rassurent le président de la République, Bazoum Mohamed, de leur accompagnement pour que ces engagements soient traduits en actions concrètes. Une population éduquée et productrice génère des richesses et soutient le développement économique et social d'un pays. Investir dans l'éducation, investir dans l'amélioration du capital humain est non seulement une question de droits humains, mais c'est également une question de progrès économique et social soutenu à terme. Les partenaires techniques et financiers de l'éducation au Niger saluent de toute leur force l'ambition et la stratégie derrière l'initiative de placer l'éducation au cœur d'une stratégie durable de développement économique et social du Niger. Partant du détail des stratégies et des approches qui ont été explicitées par le secrétaire général, que nous allons nous réunir, nous allons aller vers les ministères en charge de l'éducation pour contribuer à la réflexion et essayer de voir de manière pratique comment nous allons pouvoir appuyer l'État nigérien, comment nous allons pouvoir appuyer l'école nigérienne pour que les ambitions que nous avons déclinées aujourd'hui puissent se matérialiser en actions concrètes sur le terrain. Les partenaires sociaux aussi ont adhéré au programme car leurs préoccupations ont été prises en compte. Tout ce qui avait été retracé dans l'exposé et dans vos intentions ou vos orientations dans le secteur de l'éducation nous convient. Et je ne suis pas en train de faire des éloges, mais je pense que nous avons un rôle à jouer ici, puisque l'intention déjà annoncée semble avoir l'agrément de beaucoup d'acteurs ici. Si vraiment, objectivement, on est là pour le développement de l'éducation. Ce que nous allons demander, Monsieur le Président, faites faire très rapidement l'état des lieux de l'animation du système éducatif. Ça vous permettra d'avoir un tableau de bord et de prendre des décisions les meilleures qui soient pour le système éducatif. Puisque le courage est déjà là de décider. C'est ce qui a manqué quelque part. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a enfin annoncé que dans les prochains jours, il rencontrera tous les syndicats du secteur de l'éducation pour discuter et recueillir leurs propositions sur la mise en œuvre de sa politique éducative. Oui, arrêtez ça là. Cette rencontre de ce matin entre le président de la République Mohamed Bazoum et les acteurs du système éducatif nigérien qui a consisté à la présentation de la politique éducative du président de la République. Donc, eh bien, cette rencontre a suscité déjà la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, El Hadj Idi Abdou, qui a salué l'initiative. On l'écoute. Apparemment, la démarche du président, il fait de l'école une urgence nationale. C'est une bonne chose. Il a fait savoir qu'il est ouvert, il a mis sur la table les éléments de réflexion pour sauver l'école. Et il a même invité les syndicats à se retrouver autour d'une table avec lui pour voir comment on peut sauver l'école. Le problème de l'école, il y a deux éléments fondamentaux. Quand vous n'arriverez pas à les résoudre, c'est que tout ce que vous allez faire est inutile. Premièrement, il faut la dépolitiser. Deuxièmement, c'est son financement. Vous avez beau mettre de l'argent dans l'école, si c'est la même administration là, avec la même mentalité, ils vont détourner l'argent. Vous avez vu la statistique des classes en période. C'est grave, c'est énorme. Parce que les gens ont fait des classes période un fonds de commerce. Maintenant, on espère, parce que dans tous les cas, à la fin, c'est le gouvernement qui va conduire cette politique. Nous espérons que lui, le président de la République, va veiller. Il va suivre. Parce que vraiment, cette question de l'école-là, c'est une question nationale. Nous tous,
nous devrons nous entendre. Et il appartient au président de la République de montrer la voie. Il dit qu'il va rencontrer et on espère qu'il va conduire des réflexions fécondes. Il va poser le problème et chacun dit ça et énumère les pistes de solutions pour qu'on en trouve une solution. L'école a suffisamment souffert. Si le président fait de ça une urgence, c'est une bonne chose et on espère. Et d'ailleurs, qui mieux que lui, parce qu'il est enseignant, il était enseignant. Il a fait le syndicat dans le même secteur, en principe. S'il a la volonté politique, c'est lui qui est mieux placé pour sauver l'école, pour sortir l'école de là où elle est. Et on espère qu'avant ces préalables-là, qu'il va essayer de créer les conditions. Il faut dépolitiser l'école. On ne peut pas nommer un directeur juste parce qu'il a la carte du parti au pouvoir ou d'un parti allié. On ne peut pas. Il faut mettre les gens qu'il faut et il faut qu'on leur fasse savoir que tout celui qui touche un franc de l'école, il va payer. Autre aspect de cette édition, les travailleurs du monde entier vont commémorer demain, 1er mai 2021, les événements tragiques de Chicago ou fête des travailleurs. Cette fête donc qui sera célébrée demain à travers le monde. Ici au Niger, les différentes centrales syndicales se disent prêtes pour la fête de demain. Faisons le point des préparatifs avec Arita Salah et Aboubakar Souley. Dans quelques heures, les travailleurs du monde entier vont commémorer les événements tragiques de Chicago. Une commémoration qui se matérialise à travers un défilé et la remise des cahiers de doléances des travailleurs au ministre en charge du travail. Au Niger, les centrales syndicales sont à pied d'œuvre pour que la fête soit belle. Pour cette édition 2021, 4 centrales syndicales regroupées au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN nouvelle formule, à savoir la CGSL Niger, la CNT, l'USPT et l'USTN, vont défiler ensemble pour marquer ce 135e anniversaire. Nous nous sommes entendus, vous savez, il y a de cela 3 mois, que 4 centrales syndicales représentatives se sont unies pour créer l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN. Le fait que nous soyons déjà unis dans une confédération, pourquoi ne pas faire un défilé commun? Et c'était une décision que l'ensemble des 4 secrétaires généraux ont pris et qui a été saluée par l'ensemble des militantes et militants de ces 4 centrales syndicales. Donc cela veut dire que le 1er mai, Inch'Allah, nous allons défiler ensemble à la place le regroupement se fera au niveau du rond-point Morey pour converger vers la place de la concertation. Compte tenu justement du carême et vraiment de cette, cette décision, la chaleur aussi, et puis il faut comprendre, nous sommes dans une mesure un peu restrictive compte tenu du Covid et l'état d'urgence sanitaire, donc nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire des grandes distances. Nous nous sommes dit qu'au niveau de la santé, nous allons nous regrouper au niveau de l'ex-corps, actuellement à Dad-Khalid, pour faire rond-point Morey et place de la concertation. C'est ainsi que toutes les autres confédérations aussi ont choisi un point de regroupement non loin du rond-point Morey pour converger ensemble vers la place de la concertation. Donc ceci dit, le discours commun des 4 centrales, parce qu'on a décidé de faire un discours commun, il est déjà prêt, il est parti dans des régions et nous l'avons. Concernant la CNT spécifiquement, notre pagne est déjà prêt. Nous l'avons envoyé déjà en région, y compris les discours et tout. Donc c'est vous dire que véritablement nous sommes fin prêts. Le journal, actuellement il y a en imprimerie, au plus tard, Inch'Allah, demain il sera livré et nous ferons en sorte pour l'envoyer au niveau de toutes les régions. À la Confédération nigérienne des travailleurs du Niger, CDTN, tout est fin prêt également. Les différentes activités prévues et qui sont celles-là même qui sont réalisées même par le passé sont presque terminées. Il s'agit de l'édition des pagnes avec le logo de notre confédération. Nous avons déjà réceptionné les pagnes et ces pagnes sont en vente ou en distribution aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. La deuxième chose importante que nous faisons à l'occasion du 1er mai, c'est bien sûr la rédaction ou l'édition de notre journal La Voix du Travailleur. Et en principe, aujourd'hui même,
nous irons en imprimerie pour le tirage de notre journal La Voix du Travailleur, qui sera aussi distribué aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. La troisième activité importante, c'est bien sûr l'élaboration du cahier de doléances des travailleurs. Et ça aussi, je dois vous dire que nous avons déjà adopté le cahier de doléances qui sera remis au gouvernement le 1er mai, Inch'Allah. Et la quatrième activité que nous connaissons ou que nous organisons, c'est bien sûr le défilé des travailleurs. Et ce défilé, cette année, nous avons pensé innover compte tenu du mois de Ramadan et compte tenu des fortes chaleurs qui s'abattent sur notre pays. Pour le cas de Niamey, nous avons décidé de raccourcir l'itinéraire en partant à partir du rond-point premier échangeur et atterrir à la devanture du stade général Ségoui. Nous avons tenu les différentes réunions de mobilisation avec les syndicats affiliés, avec aussi les différentes sociétés et autres qui défilent dans nos rangs. Et nous sommes convaincus que la mobilisation aussi sera à rendez-vous malgré le contexte climatique difficile, c'est-à-dire les fortes chaleurs. L'année dernière, le défilé n'a pas eu lieu pour raison de Covid, mais cette année, malgré la forte chaleur et le jeûne du mois du Ramadan, les travailleurs vont défiler sur des distances réduites. Je le disais, quelques semaines après le démarrage de la nouvelle centrale électrique de Goudel, les riverains commencent déjà à s'inquiéter sur leur état de santé du fait de la pollution. Une situation qui a amené le collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodaye d'écrire au directeur général de la Nigélec pour demander la délocalisation de la dite centrale. Reportage donc précision dans ce reportage que je vous invite à suivre. C'est ce bruit qui résonne sans interruption tous les jours, perturbant ainsi le sommet des riverains de ce quartier. En plus de ce bruit, les tribunes dégagent aussi des fumées au quotidien, des fumées qui polluent l'environnement et qui mettent la vie des riverains en danger. Une situation qui préoccupe le collectif pour la défense du droit à l'énergie Kodaye, qui a écrit une correspondance au directeur général de la Nigélec pour lui faire part de la menace que représente cette centrale électrique de Goudel pour la population en général et en particulier pour les riverains. C'est une première dans le monde où une centrale électrique composée de 6 turbines est installée en ville. À l'époque de l'implantation de la centrale, on nous disait qu'elle ne fera pas du bruit. Nous constatons qu'elle fait grand bruit et qu'elle nous empêche de dormir. Elle empêche aux enfants aussi de dormir. Et depuis qu'elle est en marche, cela n'a pas aussi empêché les coupures d'électricité. Et par devoir, notre organisation a saisi officiellement le directeur général de Nigélec pour d'abord donner des explications sur les nuisances sonores et sur la pollution de l'environnement. Le Kodaye a demandé à la Nigélec de déplacer purement et simplement les installations de cette nouvelle centrale électrique. Eh bien, avant l'implantation, personne ne savait les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Et avant l'implantation, nous avions attiré devant témoins l'attention de Nigélec. Nigélec a pris sa décision et elle a laissé faire. Elle a laissé donc le partenaire construire la centrale dans le site de son choix. Aujourd'hui, nos hautes autorités sont interpellées puisqu'il s'agit de la santé de la population. Il s'agit de la protection de notre environnement. Imaginez toutes ces fumées qui vont dans toutes les directions. Donc, dans peu de temps, nous allons tomber tous malades. Déjà, cette situation a créé de nouvelles maladies dans le quartier. Quand vous discutez avec les gens, ils vous disent que je commence à avoir des maux de gorge.
je commence à tousser. Peut-être c'est l'inhalation de ces poussières, de ces gaz toxiques. Je n'en sais rien. Plusieurs institutions de la République ainsi que certaines chancelleries ont été saisies du dossier par le CODAE qui demande également au président de la République, Mohamed Bazoum, d'entendre les cris des riverains pour venir au secours de la population. Une chose est sûre, nous avons fait des mesures sonores et nous avons constaté que toutes les mesures intérieures et extérieures dépassent les normes fixées par l'OMS. Nous voulons surtout rendre sensible le chef de l'État. Parce que nous savons, puisqu'il a déjà posé des actes, il a déjà donné des bons exemples. Il peut agir et il doit agir. Et nous allons saisir la Banque mondiale et le FMI. Nous allons saisir tous les partenaires du Niger et la presse nationale et internationale, puisqu'il s'agit d'un combat de la vie des riverains, pour aller plus loin, d'un combat de la vie de tous les habitants de Niamey. Pour le CODAE, la situation est grave. Il faut donc agir vite pour mettre la population à l'abri des conséquences néfastes de la pollution dégagée par la nouvelle centrale électrique de Goudel, inaugurée par l'ancien président de la République Issif Mahamadou le 17 mars 2021. Restons avec le CODAE. Les différents acteurs du secteur de l'énergie, à savoir la Nigélec, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC, le ministère en charge de l'énergie et les défenseurs des consommateurs, etc., se sont réunis le lundi dernier au siège de l'ARC. L'objectif de cette rencontre est de présenter le plan tarifaire pour la validation de l'étude sur les tarifs de la Nigélec. Cette rencontre a vu la participation du collectif pour la défense du droit de l'énergie qui était représenté par son président Moustapha Kadi, que j'invite à suivre. Vous avez souvenance, en 2017, le Niger avait adopté un décret portant sur l'augmentation du tarif de l'électricité. Donc, 3 années après, les différents partenaires, certainement, ont dû constater qu'il y a lieu de revoir la tarification. Mais le décret, à l'époque de 2017, parlait d'une tarification tous les 5 ans. C'est-à-dire, normalement, on devrait attendre 5 ans pour réviser les tarifs. Mais compte tenu de certains investissements que Nigélec avait prévus et qui ne sont pas effectués, du coup, le régulateur a estimé réviser cette tarification avant les 5 ans. Donc le débat a été posé. Et nous avons constaté pendant 3 ans que nous payons beaucoup d'argent à Nigélec. Seulement, maintenant, après certains calculs qui ont été faits, disent, bon, on va essayer de stabiliser, même si avant, on payait beaucoup plus cher. Maintenant, il y a lieu de prendre en charge la nouvelle centrale de 89 MW. Et surprise, avant, on nous a chanté que Gorubanda était une centrale consommatrice d'énergie, qu'elle coûtait excessivement cher à Nigélec. À un moment, Nigélec avait même demandé l'intervention de l'État. Et bien maintenant, la nouvelle centrale, son coût de revient, c'est-à-dire le kilowattheure, pour ne pas parler des gigas ou des mégas, coûte 182 francs. C'est-à-dire le double du prix de Gorubanda. Nous sommes vraiment surpris. C'est vrai, nous sommes contents que notre pays soit doté d'une nouvelle centrale
pour mettre fin aux coupures intempestives. Malheureusement, à cette date, nous ne pouvons pas dire que oui, l'objectif est atteint. Et donc voilà, maintenant on nous amène un partenaire privé qui va nous vendre de l'électricité 2 fois plus cher que Gorubanda. Et on nous dit, bon, puisque vous voulez du luxe, vous voulez de l'électricité, vous allez prendre ça en charge. Donc à partir du moment où nous avons accepté, nous avons signé avec cette nouvelle centrale, enfin les partenaires de cette nouvelle centrale, c'est sûr que peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, nous allons revoir encore les tarifs de l'électricité révisés. Il faut se préparer dès maintenant. Nous avons été clairs. D'abord, nous avons déploré. Pourquoi Nigélec nous a surfacturé pendant 3 ans et personne n'a dit rien. En fait, ce qui fait mal dans ce pays, quand vous dites la vérité, personne ne vous écoute. Quand vous voulez défendre les Nigériens, personne ne vous écoute. Les gens ne sont intéressés que par la politique. Et cela est déplorable. Je pense que le bien-être vient avant la politique. Clôture hier dans l'après-midi de l'atelier bilan sur la mise en œuvre du projet campagne de sensibilisation des femmes et des jeunes pour leur participation effective à des élections apaisées au Niger. Cet atelier a été initié par l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain ONDPH avec l'appui financier de l'Union européenne. Précision avec Kanafise Haya et Ibrahim Abdou. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de l'atelier bilan qu'a initié l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain ONDPH Niger. Un atelier sur la mise en œuvre du projet campagne d'information et de sensibilisation des femmes et des jeunes pour leur participation effective à des élections apaisées. Au début, je ne croyais pas, je ne pensais pas qu'on allait relever le défi parce que les enjeux sont de taille. Nous avons eu à participer pendant 3 mois à un appel de proposition de l'Union européenne avec des va-et-vient. Dieu merci, on a pu décrocher ce financement. Et il a fallu aussi, au-delà du financement, identifier des compétences, c'est-à-dire des personnes ressources, des experts qui doivent nous aider de par nos objectifs à élaborer des modules de formation. Dieu merci, on a pu élaborer ces modules par des Nigériens, pour des Nigériens, et nous avons eu à former des Nigériens au niveau national ou au niveau des régions qui ont fait un travail important. Vous avez vu que pendant 2 jours, nous avons dit qu'on a déployé près de 288 animateurs sur le terrain qui ont visité 72 départements et qui ont travaillé dans 244 communes sur les 266 communes. Et ils ont fait un travail et nous avons compilé les résultats à travers des fiches que les gens ont individuellement ou collectivement remplies. Et nous avons mis en place une cellule de suivi et évaluation qui a pu capitaliser et valoriser toutes les données. Occasion pour le représentant de la Commission électorale nationale indépendante CENI de saluer et rappeler le rôle qu'a joué les organisations de la société civile dans l'apaisement du processus électoral au Niger. Le rôle de la société civile a été important dans tout ce processus. Et aujourd'hui, c'est le lieu au nom du président de la CENI, Maître Isaac Souna, et de l'ensemble des membres de la CENI, féliciter la société civile et leurs partenaires pour leur appui non négligeable. Et votre thème l'indique, les jeunes et les femmes ont fait ces élections de ce pays. Aujourd'hui, nous avons plus de la moitié des votants qui ne sont que des femmes. Et ça, c'est grâce aussi à votre contribution dont la CENI tient à vous remercier. Ce n'est que partie remise, sûrement la CENI trouvera encore un cadre pour le dire de vive voix par le président lui-même. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de cet atelier financé par l'Union européenne. Lesquelles recommandations vont être prises en compte par l'ONDPH? La situation sociopolitique et sécuritaire en Libye
fait l'objet d'un dialogue interactif informel entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le jeudi 29 avril dernier. Une rencontre à la demande du Niger. C'est pourquoi le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies, Abdou Abari, revient sur l'importance des échanges. On l'écoute. Nous avons jugé utile, au fil des débats du Conseil de sécurité, depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en Libye en octobre 2020, l'adoption de la résolution 2570 du Conseil de sécurité et puis les conclusions également de la conférence de Berlin. Ces trois instruments ont parlé donc du processus de paix libyen, avec donc à son cœur l'observation d'un cessez-le-feu général qui, fort heureusement, est en train d'être respecté, mais également la question centrale du retrait des combattants et des mercenaires étrangers qui vivent en Libye. Donc, c'était comme si c'était une prémonition, parce que ce qui vient de se passer la semaine dernière au Tchad, ce pays frère et ami, prouve avec quelle acuité ce problème se pose aujourd'hui, celui du retrait des forces étrangères. Nous avons des éléments aguerris venus de Syrie, nous avons des Sud-Soudanais qui sont là, mais nous avons également des éléments tchadiens qui ont opéré aux côtés des forces en Libye. Et donc tout cela est un élément de préoccupation pour les membres du Conseil de sécurité, et le Niger, en harmonie avec les A3+1, ont souhaité attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre pour faire face à cette menace pour les pays voisins du Tchad en général et pour les pays du Sahel dans leur ensemble. Donc, à l'issue du débat, un certain nombre de propositions ont été faites sur les questions de SSR et de DDR, c'est-à-dire la réforme du secteur de sécurité, les problèmes de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Et nous estimons que la réunion du Conseil de sécurité d'aujourd'hui n'est qu'un premier pas. Nous, en tant que Niger, porteurs d'initiative en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité au Sahel, nous continuerons avec tous les amis au sein du Conseil de sécurité à porter l'initiative de façon à ce que notre région, qui a déjà souffert depuis 2011 de la déstabilisation de la Libye, ne soit pas encore victime une seconde fois aujourd'hui que des lueurs d'espoir pointent en Libye, avec notamment la perspective de la tenue d'élections le 24 décembre de cette année. Abdou Abari, le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies, qui nous faisait le point d'une rencontre qui s'est tenue le 29 avril dernier au siège des Nations Unies, donc sur la situation en Libye, l'un des pays voisins de la Libye, donc victime de la déstabilisation de ce pays. C'est bien le Tchad, dont les forces loyales mènent des farouches combats présentement contre les rebelles du Front pour une alternance pour la convergence du Tchad, FACT, qui conteste toujours le pouvoir en place. Cette question a été également débattue au cours du dialogue au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui a suscité aussi la réaction de la représentante du Tchad aux Nations Unies, Madame Amo Aziza Paroud. Le Tchad a été vraiment honoré ce matin par les membres du Conseil de sécurité et les A3+1 pour avoir initié une rencontre qui parle exactement des problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, celui des conséquences immédiates du départ des mercenaires du territoire libyen tel que recommandé par le Conseil de sécurité. Le Tchad a obtenu plein soutien de tous les membres du Conseil de sécurité ainsi que les invités, dont le représentant permanent de la Libye, sur les conséquences immédiates que le Tchad a vécues et que des mesures doivent absolument être prises pour que ces questions-là puissent être réglées dans leur globalité.
Tout le monde est d'accord que les mercenaires doivent quitter la Libye, mais personne n'est d'accord que ceci doit se transformer en un autre lieu de désordre et de désolation dans les autres pays. La mémoire du président Déby doit être saluée et tout le monde a présenté les condoléances au gouvernement et au peuple tchadien. Et nous espérons qu'à partir de cette réunion, d'autres réunions vont suivre et surtout des actions concrètes vont suivre pour que cette question du départ de ces mercenaires et de ces troupes armées quittant la Libye doivent être réglées selon des normes correctes. Voilà, mesdames et messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.